Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de l'actualité. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, une plateforme anticorruption a été lancée, une initiative de l'Union européenne. Et puis en Tunisie, le pays est frappé par une crise d'eau. L'État prend des mesures pour l'approvisionnement des populations. Nous terminerons avec le Parlement européen qui a adopté une nouvelle législation contre la déforestation. Bonsoir et bienvenue. En Côte d'Ivoire, dans le département d'Adiaké, une plateforme anticorruption a été lancée. Cette initiative financée par l'Union européenne vise à faciliter l'appui à l'opérationnalisation des instances de contrôle interne et externe pour une plus grande efficacité de la recette de la défense publique. Les détails dans ce reportage. 10 membres du comité anticorruption et 11 du comité d'intégrité du département d'Adiaké sont mis en mission pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la corruption. Objectif, faciliter l'appui des instances de contrôle pour une plus grande transparence de la gestion publique vis-à-vis des citoyens. L'initiative est de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et financée par l'Union européenne à travers Expertise France. Nous allons mener nos actions au niveau de l'hôpital et puis au niveau des autres services. Par exemple, au niveau de la gendarmerie ou bien de la police, nous aussi, on a besoin de les sensibiliser. Les membres vont seulement dénoncer dans un premier temps, après avoir sensibilisé. Cette plateforme va étudier donc ces dénonciations pour voir si le sujet mérite d'aller plus loin. Les populations sont invitées à s'impliquer dans la lutte contre la corruption dans le département d'Adiaké. Le projet dans lequel s'inscrit cette activité, le PACC, vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle financier pour une plus grande transparence et redevabilité dans la gestion des finances publiques vis-à-vis des citoyens. Cette approche de proximité permettra d'étendre la NAS sur l'ensemble du territoire pour rapprocher la lutte des populations et la rendre plus robuste. À travers le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle, la Côte d'Ivoire entend poursuivre son objectif d'améliorer la transparence dans le cadre du PND 2016-2020 et faire de la lutte contre la corruption une priorité. 811 est le numéro vert mis à la disposition de la population en vue de dénoncer tout acte de corruption. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s'est rendu aux États-Unis, précisément à Washington, pour une mission. Le ministre a rencontré des autorités américaines pour des échanges sur le renforcement des capacités de la police, de la lutte contre le terrorisme et de l'équipement des unités. La diplomatie sécuritaire ivoirienne se déploie aux États-Unis avec le ministre Diomandé Vagondo au State Department, le département d'État à Washington DC. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rencontre le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires internationales, des stupéfiants et de l'application des lois. La vision de la Côte d'Ivoire à travers la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et de faire en sorte que tous les cadres des pays de la sous-région puissent se former à la lutte contre le terrorisme. Dans cette vision, les États-Unis nous accompagnent au même titre que les autres partenaires européens pour donner le meilleur de la formation en termes de qualité et d'équipement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous avons aujourd'hui une oreille attentive auprès donc de nos interlocuteurs qui se sont engagés effectivement à accompagner notre pays dans la politique globale de sécurisation. La délégation du ministre s'est ensuite rendue au département de la sécurité intérieure. Une séance de travail avec les services en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Nous avons échangé sur les questions générales de cybercriminalité. La prochaine étape sera de renforcer davantage la coopération en mettant l'accent sur les échanges d'informations, sur les échanges de données relatives aux cybercriminels. Le ministre Diomandé Vagondo s'est aussi entretenu avec Frank Bowen, le responsable du programme antiterroriste contre les ambassades et son équipe. Objectif,
discuter des propositions concrètes pour la création et le développement d'un programme spécial en matière de formation et de renforcement des capacités opérationnelles des agents en charge de la protection des personnalités. Nous avons très bientôt, au mois de janvier 2024, la Coupe d'Afrique des Nations qui va voir arriver sur notre territoire beaucoup d'étrangers, beaucoup de diplomates. Il faut que la police ivoirienne soit outillée pour garantir la sécurité de tous ces personnels. C'est l'objet réel de notre visite dans cette enceinte qui est chargée donc de former la police spéciale diplomatique. Et très rapidement, nous allons faire en sorte que cette formation puisse être dispensée à la police ivoirienne. Cette mission du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement ivoirien, à savoir prévenir les conflits, promouvoir la stabilité et surtout faire face aux défis sécuritaires qui s'annoncent. Et puis au Nigeria, l'émigration massive des médecins locaux inquiète de plus en plus les autorités. Elles envisagent d'adopter une loi pour décourager leur exil. Les médecins nouvellement formés devront pratiquer pendant au moins 5 ans avant d'obtenir un certificat leur permettant de travailler à l'étranger. Les autorités nigérianes envisagent l'adoption d'une loi à l'effet de freiner l'exode des médecins nigérians après leur formation vers l'étranger. Le projet de loi, défendu par le ministre de la Santé du Nigeria, est en étude auprès des parlementaires pour adoption. L'objectif de cette loi, une fois promulguée, sera de permettre le renforcement du tissu médical déjà en sous-effectif. Selon le président de l'association médicale nigériane, seuls 24 000 médecins exercent dans le pays le plus peuplé d'Afrique sur un besoin de 363 000. Depuis 2012, l'association médicale nigériane se plaint que les médecins nigérians partent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. On ne peut pas réinventer la roue, la médecine est une profession universelle avec des normes. Il n'est possible de rendre service à la société que si l'on dispose d'une licence complète. Vous ne pouvez pas pratiquer seul si vous n'avez pas une licence complète. Vous ne pouvez même pas être un jeune coopérant parce qu'un jeune médecin a une licence complète. Un projet de loi controversé contre lequel s'opposent certains praticiens médicaux qui voient la cause de l'exode des médecins ailleurs, notamment une faible rémunération, des infrastructures défaillantes ou encore l'insécurité. Si le projet de loi était adopté et promulgué, les médecins sortis des écoles et qui nourrissent l'ambition de travailler à l'étranger devraient exercer au Nigeria au moins pendant 5 ans. C'est après avoir terminé les stages académiques et le service de jeunes médecins que vous pouvez rejoindre la formation de spécialisation. Et en fonction de la discipline, il n'y a pas de formation spécialisante qui dure moins de 6 ans. Certains comme la neurochirurgie peuvent prendre jusqu'à 8 ans ou plus, dont vous parlez d'une moyenne de 6 à 8 ans de pratique. C'est le temps que la personne aurait utilisé pour devenir un spécialiste qu'on voudrait gâcher à vous faire du surplace, à travailler permanemment sous quelqu'un, cela n'a pas de sens. Selon un rapport statistique national de Grande-Bretagne publié en septembre 2022, les médecins nigérians représentaient 14% des immigrés avec 13 609 visas délivrés pour les travailleurs qualifiés dans le secteur santé et soins par la Grande-Bretagne. Nous le disions au titre, la Compagnie des eaux tunisiennes a mis en place un système de rationnement en raison du manque d'eau qui sévit dans le pays depuis quelque temps. Les autorités ont décidé depuis le 31 mars de couper l'eau la nuit jusqu'en septembre. Aucun des 30 barrages tunisiens n'est plein au tiers. Les détails dans ce reportage. Un robinet à sec, l'image est récurrente en Tunisie. Pour ses tâches quotidiennes, Soumaya Ben Abdallah doit compter sur son réservoir. Depuis le 31 mars, en effet, les autorités tunisiennes ont décidé de couper l'approvisionnement en eau la nuit jusqu'en septembre. La sécheresse qui frappe le pays est passée par là. Il n'est pas raisonnable de couper l'eau pendant le mois de Ramadan. J'ai un réservoir pour conserver l'eau. J'ai mis des seaux d'eau dans la salle de bain, dans la cuisine. Regardez ce que je fais. Quand je veux faire la vaisselle, je remplis les bols d'eau. Mais que fait une personne qui n'a pas de réservoir? Interdiction d'utiliser l'eau potable pour le lavage des voitures.
l'arrosage des espaces verts à l'intérieur de la ville et l'irrigation en dehors de la capitale sont entre autres les mesures prises par les autorités tunisiennes. Le ministre de l'Agriculture demande une stratégie pour la consommation d'eau dans l'agriculture. Un avertissement important parce que la priorité absolue en la matière est l'utilisation humaine. Une demande d'avertissement aux industriels parce qu'ils épuisent les nappes phréatiques. Cette terre craquelée témoigne du niveau de sécheresse dans le pays. Le niveau d'eau du barrage de la ville de Menzel Temine a baissé de 70%. Actuellement, nous avons atteint la ligne rouge, ou la ligne de danger en termes de pénurie d'eau. Les barrages sont presque vides. Un étiage sans précédent, les niveaux d'eau dans les barrages ont baissé de 60 à 80% et parfois même de 100%. Après ces procédures, un document aurait dû être publié pour expliquer la consommation d'eau, le stockage, le calendrier et la quantité autorisée à être stockée. C'est pourquoi nous considérons que ces mesures sont incomplètes, car le citoyen doit être sensibilisé à l'importance d'économiser l'eau afin qu'il accepte toute mesure et qu'elle n'ait pas d'effet néfaste. Ces restrictions en valeur de pilules amères pour les populations, a fortiori en cette période de Ramadan. Les recettes d'exportation de l'Ouganda ont fleuri au cours des 12 derniers mois. En effet, les exportations de maïs, de tabac et d'or ont augmenté de 6,3% en février 2023 par rapport à la même période en 2022, selon les données du ministère des Finances. Plus d'informations dans ce reportage. Comparé au mois de février 2022, les exportations de marchandises de l'Ouganda ont augmenté de 6,3%, passant de 328,74 millions de dollars à 349,44 millions de dollars en février 2023, selon les données du ministère des Finances publiées le 17 avril 2023. Cette embellie qui a stimulé les recettes en devises du pays au cours des 12 derniers mois est due à la hausse du volume de maïs, de tabac et d'or, entre autres produits de base. Le résultat de ces 6% d'exportation de hausse de l'Ouganda s'explique notamment par la politique ougandaise qui est très tournée vers les exportations et je pense que cela aussi est le résultat des politiques gouvernementales du pays qui visent vraiment à améliorer le climat des affaires afin que les entreprises soient dans de meilleures conditions optimales pour vraiment pouvoir exporter et vendre leur production afin non seulement de gagner en production, en croissance et aussi en termes de PIB. Les données du ministère des Finances précisent que la communauté de l'Afrique de l'Est était la principale destination des exportations ougandaises en février 2023, représentant 54,4% du total des exportations pour ce mois, suivi de l'Union européenne pour 15,4% et de l'Asie pour 11,3%. Cependant, les 349,44 millions de dollars engrangés par l'Ouganda des exportations de marchandises en février 2023 représente une baisse de 13,6% par rapport aux 404,46 millions de dollars engrangés en janvier 2023. Bien évidemment, je pense que cela est le résultat de bonnes actions de la part du gouvernement, ce qui explique ces hausses, notamment en matière d'exportation d'or et de maïs. En outre, les exportations de café de l'Ouganda s'élevaient à 66,03 millions de dollars en février 2023, soit une baisse de 1,97% par rapport aux 67,35 millions de dollars enregistrés en janvier 2023. Les importations de marchandises ont également augmenté de 2,0%, passant de 629,66 millions de dollars en février 2022 à 642,43 millions de dollars en février 2023, principalement en raison de la hausse des volumes d'importation de produits pétroliers, de machines, d'équipements et de véhicules, entre autres. 85 personnes ont été tuées et 322 ont été blessées dans une bousculade lors d'une action caritative organisée dans le quartier de Bab, El Yémen, le mercredi 19 avril 2023, a affirmé une source sécuritaire à Sanaa. Ce bilan a été confirmé par une responsable des autorités médicales des rebelles. La bousculade la plus meurtrière au Yémen depuis 10 ans.
Au moins 78 personnes ont été tuées et plus de 322 blessées lors d'une soirée caritative organisée mercredi à Sanaa. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Une cinquantaine de blessés restent dans un état grave. Le ministre de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué l'arrestation des organisateurs de l'événement. Cette action caritative intervient à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. L'Union européenne prend de nouvelles mesures pour lutter contre la destruction de la biodiversité. Le Parlement européen a adopté ce mercredi 19 avril 2023 une nouvelle législation interdisant la vente de produits issus de la déforestation des États membres. Les détails, c'est dans ce reportage. L'Union européenne fait un pas de plus dans la lutte contre la destruction de la biodiversité. Le Parlement européen a adopté mercredi une nouvelle législation qui interdira de vendre dans les États membres les marchandises issues de la déforestation. Les entreprises devront prouver que les biens ne proviennent pas de terres déboisées en Europe et ailleurs dans le monde. Cette liste de produits comprend, entre autres, l'huile de palme, le café, le soja ou encore le bois. Pour le rapporteur du texte, cette nouvelle législation est une avancée significative. We are losing every year around 10 million hectares of forests all over the world, and this instrument is going to halt that, at least our part in the complicity in that deforestation, because our shelves are currently filled with chocolate, coffee, etc., soy products that contribute massively to the forest destruction, around 10% of this 10 million yearly. Les entreprises devront fournir aux autorités compétentes des informations pertinentes telles que les coordonnées de géolocalisation. Ces vérifications seront menées à partir d'outils de surveillance satellite. En cas de non-respect des règles, les sociétés pourront se voir infliger des amendes. Les opposants au texte soulignent que ces mesures vont entraîner une augmentation du prix des marchandises, mais les Verts répondent que cette hausse ne se produira qu'à court terme. What we try to push is to push for one economy towards another model of economy, an economy where we destroy the planet, where we destroy also conditions of life for a certain number of people, towards an economy where we do respect nature and people. And this can have, of course, a price that is felt on the consumers at start, but in a really short time, this would change how the economy is structured, and then the price wouldn't be so high for the people. It would just be somehow a transition, a shift towards another model. Le respect des droits des peuples autochtones fait partie des exigences pour permettre la mise sur le marché d'un produit. Une fois le texte en vigueur, les entreprises auront 12 mois pour mettre en œuvre ces mesures. Les plus petites disposeront d'un délai plus long. Ici s'achève cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.